En bref, aujourd'hui, une pote m'a posé une question intéressante. C'est quoi les bails avec la guerre du Vietnam? Non, parce qu'il y a eu une chier de films sur le sujet, hein, aussi des bouquins, des témoignages, j'étais même suivi en direct à la télé. Mais avant la guerre du Vietnam, il n'y avait pas un pays pépouze qui s'est fait envahir de nulle part par les soviets et les yankees. Non, c'était une possession française, mes bonnes gens, en partie colonie, en partie protectorat, mais 100% pas indépendant. Avant le Vietnam, on avait donc l'Indochine. Alors oui, comme le groupe, mais aucun rapport. Et du coup, avant la guerre du Vietnam, on a eu la guerre d'Indochine, habile. Du coup, pour paraphraser ma pote, C'est quoi les bails avec... L'Indochine. eh ben, je vais te le dire. Niveau conflit français post-Seconde Guerre mondiale, on parle souvent de la guerre d'Algérie, mais ça serait oublié qu'on a eu une autre guerre du Vietnam. Un peu de contexte. À partir de la moitié du 19e siècle, la France étend son empire colonial en Asie, en commençant par l'invasion du Cochinchine en 1858. C'était quand même beaucoup plus rigolo comme nom. Cochinchine. Cochinchine. Puis le Cambodge, le Laos, le Tonkin et l'Annam. Cochinchine. Tout ce petit monde sera réuni sous le doux nom d'Indochine française en 1905. Mais on n'a pas là une seule colonie administrée de manière unilatérale. On a différentes régions, certaines protectorats, d'autres colonies, gérées et traitées différemment. En plus de cette inégalité entre les régions, la France se réserve le total contrôle de l'alcool, de l'opium ou encore du riz. Et blinde les taxes locales, histoire de rendre la zone le plus rentable possible. Mais bon, quand tu vivais là pépouze et qu'on t'impose tout ça sans demander ton avis, y a de quoi être saoulé. On va voir popper des petits groupes de résistance locaux qui n'auront pas vraiment d'impact sur le déroulement des activités. Dans les années 20, des mouvements populaires à forte teinte communiste vont commencer à apparaître avec un petit arrière-goût de nationalisme, parce que ça fait toujours plaisir. À la tête de ces mouvements, on voit émerger un certain Nguyen Ai Quoc, plus connu sous le blaze Ho Chi Minh. On en reparlera plus tard. Plus le temps passe et plus on voit se produire de micro-révoltes populaires, toujours contenues par les forces coloniales françaises. Jusqu'au jour où la Seconde Guerre mondiale, décidément, et son lot de bordel, incarné ici par le Japon, mais aussi le parti communiste local, le Viet Minh. Pendant la guerre, le Japon a des poussées coloniales et se dit que ça serait pas mal d'aller gratter des ressources sur le continent. Le gouvernement japonais profite du bordel à l'échelle mondiale pour envahir la Mandchourie. Une partie de la Chine, la Corée, à qui ils sont régulièrement venus dire coucou. Avec supplément, meurtre et viol. Mais aussi une partie de l'Indochine en 1945 parce que, pourquoi pas. La France, à cette période, elle a d'autres chats à fouetter à domicile, on va dire. Du coup, ce qui se passe à l'autre bout du monde, ça la concerne moyen. Le parti communiste, dirigé par Ho Chi Minh, va profiter de la capitulation du Japon en septembre 1945 pour déclarer l'indépendance du Vietnam. Ce à quoi la France va répondre en envoyant l'armée. Le général Leclerc Va tenter de négocier avec le Viet Minh, et dans un premier temps, ça va pas mal fonctionner, si bien que sera signée le 6 mars 1946 une convention qui reconnaît le Vietnam comme un État libre avec son gouvernement, son parlement et ses finances, faisant partie de la Fédération indo-chinoise et de l'Union française. Pas vraiment un pays libre et indépendant quoi, mais pour une colonie, c'est ce qui s'en rapproche le plus à l'époque on va dire. Évidemment, ça suffira pas au Viet Minh qui va commencer à presser Ho Chi Minh pour qu'il fasse quelque chose. La situation va se dégrader petit à petit jusqu'au 19 novembre 1946 où des nationalistes vietnamiens vont ouvrir le feu sur des douaniers français à Haiphong. Les pro-colonialismes français en profitent pour mettre en avant la nécessité de reconquérir l'ancienne colonie. Les Russes se couvrent petit à petit de barricades jusqu'au 23 novembre où la marine française bombarde la ville, faisant, le chiffre varie en fonction des sources, environ 6000 morts. Je pense qu'après un truc comme ça, les mecs en face sont moyen chauds pour négocier. Ho Chi Minh va appeler le peuple à se mobiliser et lutter contre l'envahisseur. Et c'est là que ça va commencer à devenir problématique pour les Français, parce que autant se battre contre une armée organisée, ils savent faire, ça fait des siècles qu'ils le font. Mais là, ils sont face à des paysans, à des miliciens, enfin des petits groupes de soldats qui se planquent et attaquent par surprise. C'est pas la guerre qu'on leur déclare, c'est la guérilla, mon gars. La guérilla est un terme emprunté à l'espagnol utilisé pour décrire des combats d'unités mobiles et flexibles pratiquant une guerre de harcèlement, d'embuscade, de coups de main menés par des unités régulières ou des troupes de partisans sans ligne de front. Et ça va bien leur casser les couilles, et encore plus en 1949, quand le parti communiste chinois va réussir à prendre le contrôle du pays, de Chine, et commence à fournir le Viet Minh en armes et logistiques diverses. En face, les États-Unis soutiennent la France, parce que bon, autant une colonie qui se rebelle contre l'oppresseur colonialiste, bizarrement, ils ont du mal à être d'accord. Par contre, des communistes, là, les ricains, ils voient rouge. Non, parce que t'as la blague, parce qu'en fait, les communistes, c'est les rouges, tu vois, leur couleur, c'est le rouge. Du coup, si les Américains, ils voient rouge avec les communistes, du coup, c'est drôle, en fait. Mais voilà, ça fait plusieurs années que ça dure, et ça commence à coûter cher, tout ça. Du coup, les troupes françaises, sous le commandement du général Navarre, mettent en place, en 1954, l'opération Castor. En gros, le jeu c'est d'attirer les troupes vietnamiennes dans la cuvette de Dien Bien Phu.
les Français vont y stationner 14 000 soldats ainsi qu'un déploiement d'artillerie plutôt impressionnant. En face, le 13 mars 1954, le général Diap va renvoyer tout ce qu'il a, c'est-à-dire 80 000 soldats vietnamiens, épaulés par des armes et de l'artillerie fournies par la Chine. Et avec cette artillerie, il va pilonner les soldats français non-stop jusqu'à ce qu'ils abandonnent. Le Viet Minh va perdre 25 000 soldats et faire 11 000 prisonniers. Donc plus de 70% mourront en captivité. Mais ils ont gagné. Suite à cette défaite, le gouvernement français, avec à sa tête Pierre Mendès France, c'est pas que le nom du lycée de à côté de chez toi, va accepter de renégocier l'indépendance. En même temps, après une branlée pareille, je ferai pas trop le malin non plus. Seront signés les accords de Genève le 21 juillet 1954. Les troupes françaises vont progressivement se retirer d'Indochine, le Laos et le Cambodge obtiennent leur indépendance, le Vietnam aussi, mais sera divisé en deux. Le Vietnam du Nord revient aux communistes du Viet Minh et le Sud va faire ses bails. Avec les Américains quand même, faut pas déconner. Ah cool du coup. Pas tant que ça en fait. Parce que les Américains vont pas mal commencer à squatter le Sud et pas trop s'entendre avec les communistes au Nord. Ils vont tellement pas s'entendre avec eux que ça finira par déclencher une autre guerre, que vous connaissez peut-être mieux, la guerre du Vietnam. Mais bon, cette histoire-là, ça sera pour une autre fois. Enfin bref. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee. Le lien arrive juste après. Sinon, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, lâchez un like, TMTC. Maintenant, je vais arrêter parce que ça devient gênant. À la prochaine. Des bisous.